Nwende Rwamba, ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Bonsoir Madame la ministre. Oui, bonsoir. Et merci de nous recevoir chez vous, dans vos locaux, pour cet entretien exclusif. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Première question, il y a eu un conseil des ministres conjoint entre des ministres burkinabés et maliens, juste avant l'ouverture du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Est-ce qu'il faut faire un lien avec l'idée de fédération qui avait été en temps lancée par le Premier ministre burkinabé? Ok, merci bien. Et je tiens à relever tout d'abord que le Mali était le pays invité d'honneur du FESPACO. Et on a saisi cette opportunité-là pour passer en revue la coopération bilatérale entre les deux États. Et ce qui a donné lieu justement à la tenue de ce conseil conjoint et qui a vu la présidence de nos deux premiers ministres avec certains membres du gouvernement. Et il est vrai que les relations entre nos deux pays sont séculaires et c'est des relations qui ne datent pas de maintenant et qui ont été entachées par moment de crise. Et il vous souviendra qu'il y a eu les deux guerres entre les deux pays, mais cela n'a pas en fait impacté la coopération. Tout au contraire, ça a permis aux deux États de surpasser ces événements-là, qui sont ordinaires hein, quand on parle de relations bilatérales, et pour se hisser à un certain niveau. Et ce conseil conjoint-là était l'occasion de passer en revue la coopération dans tout son ensemble et effectivement voir dans le long terme comment ces deux États-là pourraient en fait unir leurs efforts sur les différents plans et aboutir judicieusement à cette question de fédération et qui est d'ailleurs même une aspiration des deux peuples. Parce que quand vous voyez tout ce que les OSCE et d'autres entités sont en train de prôner, ça va dans ce sens-là. Et ça a été justement des questions qui ont été abordées par les deux premiers ministres et qui justement sont en phase avec la fusion des deux chefs d'État de part et d'autre. Comment procéder concrètement pour aller à une fédération? À l'instant T, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'immédiat, c'est de renforcer la coopération déjà existante, surtout en son plan économique, en son plan social. Et vous savez que l'intégration justement des peuples est un fait avéré hein, au niveau même de ces deux pays-là, qui ont même, de par l'histoire, constitué une même entité. Et il faut dire aussi que la libre circulation des biens et des personnes constitue aussi un élément majeur qu'il faille regarder de près. Et même avoir la même position sur la scène internationale quant à la défense des intérêts vraiment des deux États sont autant d'aspects que nous pouvons explorer et qui vont constituer des prémices justement à cette fédération. Justement, vous parlez de position commune des deux États. On va joindre à ces deux États la Guinée. Vous avez récemment demandé à ce que la suspension de l'Union africaine soit levée, demande rejetée par l'UA. Quel commentaire vous faites? Je dirais que c'est quand même une surprise pour nous, parce que l'argumentaire que nous avons avancé lors de cette démarche tripartite semblait avoir reçu en tout cas un écho favorable, parce que vous savez qu'on est tous trois des pays fondateurs de cette union-là. Nous sommes tous des pays en transition, des pays suspendus, des pays qui ont à leur tête des chefs d'État militaires, et des pays qui aspirent justement à cette fédération-là, surtout par ces peuples. Et ce que je peux dire, c'est que cette décision de refus quand même nous laisse assez perplexes, en ce sens que oui, les principes sont là, les textes existent, et qui requièrent qu'en la matière, quand un État n'est pas dans la Constitution, qu'on puisse suspendre. Mais on s'est dit quand même que quand on parle aujourd'hui de questions de sécurité, de questions humanitaires,
et sans pour autant associer le Burkina Faso et le Mali, qui constituent quand même des pays de la ligne de front quant à la lutte contre le terrorisme. On se dit quand même que les décisions qui seront issues de ces différentes rencontres-là ne vont pas en fait refléter la réalité. Parce qu'une chose est là, entendre une chose et la vivre, c'est carrément différent. Et on avait même fait le plaidoyer, même si ce n'est pas un retour définitif, qu'on puisse nous laisser le temps quand même des différents sommets, qu'une plage nous soit réservée, que nous puissions au moins faire part de ce que nous avons fait comme avancée et quant à ce que la CEDEAO nous a demandé, puisque c'est le principe de subsidiarité qui a amené l'Union africaine à aussi nous suspendre. On s'est dit quand même nous entendre et poser certaines questions d'éclaircissement aiderait vraiment à résoudre pas mal de situations en amont. Et la situation est assez surprenante du fait que dans le même communiqué, et je parle de côté CEDEAO, le communiqué fait état des différentes avancées que les pays quand même ont connues, parce que quand on prend par exemple la charte, elle est bien existante. On a un parlement de transition qui est là, il y a un chronogramme qu'on est en train de finaliser. Et il y a des travaux qui se tiennent de façon régulière avec la CEDEAO qui envoie des délégations. Et même on a même un mécanisme de suivi et d'évaluation qui a été entériné justement par la CEDEAO. C'est autant d'aspects positifs quand même qui montrent la bonne volonté de ces différentes autorités-là d'aller dans le sens de ces organisations-là. Donc nous ne comprenons pas pourquoi ce refus. Et même quand on va au-delà, concernant notre situation, au Burkina Faso, je veux dire, et même quand il y a eu l'avènement du second MPSR, le président de la transition a pris l'engagement de respecter le délai imparti à cette transition-là. Et parce que c'était de 24 mois, et quand il accédait au pouvoir, il y avait déjà 3 mois découlés. Donc il a promis de respecter les 21 mois restants. Donc je pense du moins que c'est autant d'aspects qui devraient plutôt requérir des encouragements en nous réintégrant plutôt que de prendre le contre-pied en marquant un refus. D'aucuns disent qu'ils ont simplement appliqué les textes. Pensez-vous que ces textes de l'Union africaine et de la CEDEAO ne sont plus en phase avec ce que vivent les populations dans la réalité? Même parlant de ces textes-là, je me dis quand même que son application pose problème. Parce que quand vous faites le tour d'horizon en Afrique, récemment on a vu des cas qui laissent quand même assez perplexes et qui nécessitaient même que des sanctions, peut-être plus que les nôtres, soient prises à l'encontre d'éventuels États. Mais rien n'a été fait. Et rien n'a été fait. Quand vous parlez de cas, vous parlez concrètement de quel cas par exemple? Je ne peux pas citer de pays jusque-là, mais demain je vous invite quand même en tant que journaliste à faire un tour d'horizon en Afrique, dans les différentes sous-régions. Il y a des situations quand même qui laissent assez perplexes, parce que ce n'est pas pour faire la promotion des coups d'État. Dieu merci, au Burkina, au Mali, comme en Guinée, il n'y a pas eu de tuerie d'hommes, aucunement. Et je pense que ça a été fait de façon soft, je le dirais. Mais bon, les sanctions sont maintenues. Mais je me dis qu'à défaut, on n'invite pas à sanctionner d'autres pays. Non. Et si ces pays, quand même, qui devaient être sanctionnés, ne l'ont pas été, qu'on nous permette aussi de retourner pour mener des débats utiles, allant dans le sens justement de soulager nos populations. Parce que le pays a vraiment mal à son humanité et en sa sécurité. Justement, la CEDEAO a sanctionné des membres des gouvernements maliens, burkinabés et guinéens d'interdiction de voyager. Est-ce que cela complique davantage les relations entre le Burkina Faso, par exemple, et l'exemple sous-régional, et l'instance sous-régionale? Bon, les relations restent telles, de mon point de vue. Et je voulais faire une précision. C'est quand même la conférence des chefs d'État et qui, lors de la tenue de son sommet extraordinaire, a pris cette décision.
Et vous verrez que c'est le président en exercice là qui a même signé ça, qui a signé le communiqué en question. Mbalo, voilà, c'est lui de la Guinée-Bissau, voilà, qui a assuré justement la présidence. Et ça aurait été le président de la commission de la CEDEAO. Et on allait peut-être pointer du doigt l'institution. Voilà, parce que le politique est là, l'aspect technique est là aussi, et la question d'expertise aussi est là. Et vous verrez même que la CEDEAO a pris part même justement aux festivités du FESPACO. Et il y a même des prix même que voilà, la CEDEAO entend donner aux différents lauréats. J'ai même reçu la commissaire chargée des questions économiques avec qui j'ai échangé. Et j'avoue que quand on écoute les uns et les autres, bon, pas pour dire, je dirais même que cette décision ne fait pas l'unanimité et son application même laisse à désirer. Parce que quand on parle de hauts fonctionnaires, je me demande qui ça peut bien être. On se dit que ce sont les ministres et autres. Non, on a dit les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires. Oui. Voilà, les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires. Je ne sais pas qui est le haut fonctionnaire. C'est ambigu tout ça? Plus pour moi. Alors, est-ce que vous vous sentez de plus en plus incompris? Quand je dis vous, je parle du Burkina, du Mali et de la Guinée. Incompris, je ne dirais pas trop, puisqu'il y a certains États pris individuellement, voilà, qui nous soutiennent, au-delà de ce que nous aurions même pu avoir comme attente, qui nous soutiennent, qui nous appellent et qui témoignent vraiment de leur soutien. Et par exemple, aujourd'hui, on a tenu le dialogue politique avec l'Union européenne. Et en tant qu'entité, ils ont pris l'engagement d'accompagner la nation burkinabé. Et les pays pris individuellement, chacun se manifeste. Voilà, pour en tout cas déplorer la situation que nous vivons. Et tous reconnaissent justement la situation géographique très sensible et très stratégique du Burkina. Et j'avais même à l'occasion de ce dialogue-là, il y avait la présence justement du secrétaire général adjoint pour l'Afrique de l'Union européenne et qui n'a pas manqué de relever ce fait-là et qui a même insisté sur le fait qu'il était opportun qu'on aide le Burkina Faso à vraiment sortir de ce gouffre-là. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat en amont pour protéger même les pays du littoral. C'est comme si on était un bouclier, et une digue. Et si cette digue-là, j'aime à le répéter, ça risque de... Parce que la visée, c'est les pays du littoral, hein, disons. Et une fois qu'ils Vous parlez des attaques djihadistes? Oui, je parle bien sûr du terrorisme quand j'évoque la question sécuritaire. Il reste bien entendu que c'est la question du phénomène de terrorisme. Donc c'est pour envahir les pays du littoral et quand on commence à développer la piraterie maritime et tout, c'est pour atteindre les côtes de l'Europe et continuer. Hein. Et c'est un phénomène qui est vite parti. Donc je pense qu'il est de l'intérêt de tous que cette question soit urgemment, en tout cas, résolue, pour que vraiment nous puissions tous vivre en paix, non seulement dans la sous-région et au-delà des frontières de cette sous-région. Après la dénonciation de l'accord de coopération militaire avec la France et la demande de remplacement de l'ambassadeur français à Ouagadougou, quelles sont les relations entre Paris et Ouagadougou en ce moment? Des relations normales. Relations normales entre deux pays souverains. Voilà, chaque pays a ses aspirations. Voilà, on a les nôtres, ils ont les leurs. Et des relations empreintes de cordialité et de respect mutuel. Donc c'est ce que je peux dire. Et la preuve, c'est que les deux ambassades sont toujours existantes. Je veux dire, l'ambassade de France à Ouagadougou est toujours ouverte et la nôtre aussi à Paris. On continue de correspondre à travers des notes verbales et tout sur des questions d'intérêt commun. L'ambassadeur français à Ouagadougou, il est rentré chez lui à Paris, il n'est pas encore revenu? Ou il ne reviendra plus? En tout cas, il est parti. Et jusque-là, on n'a pas reçu une notification qu'il reviendra.
Donc ça, c'est peut-être une question qui relève de sa base, qui puisse nous donner plus de détails. Alors, madame, il y a eu l'épisode avec la représentante résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, déclarée persona non grata et invitée à quitter le territoire, ce qu'elle a fait. Quelles sont aussi la nature de vos relations actuellement avec le système des Nations Unies à Ouagadougou? Est-ce que tout va bien pour le mieux? Je dirais que c'est des relations excellentes. Parce que l'amalgame, comme je l'ai dit, le jour où on a déclaré persona non grata, j'ai bien dit qu'il ne fallait pas faire l'amalgame entre la personne de Mme Barbara Mansi, qui n'a pas respecté en tout cas toute la déontologie et toute l'éthique qui entourait vraiment la fonction qu'elle occupait. Parce qu'à ce niveau de responsabilité, il faut éviter de s'ingérer dans les affaires intérieures. Il faut éviter de tenir un certain nombre de propos et il faut éviter vraiment de verser dans les soupçons et autres. Voilà, donc c'est autant d'aspects, comme je l'avais indiqué en son temps, qui avaient présidé à cette prise de décision souveraine de la part des plus hautes autorités burkinabées. Et cependant, la coopération avec les Nations Unies demeure excellente et vous verrez qu'il y a eu un intérimaire qui est l'actuel représentant du HCR qui assure l'intérim et on espère que bientôt on aura un remplaçant en bonne et due forme pour continuer la coopération. Mais avec par exemple le bureau sous-régional du côté de Dakar, ils ont effectué des missions ici. Il y a même eu l'adjoint au secrétaire général chargé des questions sécuritaires qui a effectué une mission ici. Et au quotidien, on échange avec le PAM, avec tout, avec l'OIM et tout. Et à titre d'exemple, je voudrais vous dire que quand on prend le cas du PAM, pour le ravitaillement de nos populations dans les zones sinistrées, le PAM s'est vraiment investi à travers des vols qu'il a effectués du moins pour soulager nos populations. Vous prenez le cas de l'OIM, nos différents migrants bloqués à Inouzer, dans ce sens, l'OMS et tout, en tout cas les différentes agences pris individuellement entretiennent de très bonnes relations avec le gouvernement burkinabé. Madame, vous avez parlé de migrants. Permettez-moi d'aborder cet aspect-là. On a entendu récemment les propos du président de la Tunisie, Kais Saïd, à l'égard des migrants. On avait entendu une note de l'ambassade du Burkina Faso à Tunis, je pense, qui invitait les migrants burkinabés à se signaler pour un retour à la maison. La suite, c'est quoi? Bien sûr, on est sur le dossier et on le gère du moins avec l'OIM actuellement. Effectivement, les retours volontaires, enfin les candidats au retour volontaire se sont signalés et les dispositions sont en train d'être prises pour qu'ils puissent rentrer au Bercail. Ceux qui le souhaitent, bien sûr. D'aucuns disent que le Burkina s'isole davantage à l'échelle internationale, de même que le Mali et la Guinée. Est-ce que vous le pensez? Aucunement, aucunement. Nous, on ne s'isole pas. Et la preuve, c'est que les plus hautes autorités ont bien dit dans leurs déclarations respectives que le Burkina, en tout cas, est prêt à aller avec tout partenaire qui se présentera. Donc on ne va pas, en tout cas, s'isoler ou bien se laisser ostraciser par le discours ou les appréhensions de certains. Tout au contraire, le Burkina est une nation ouverte, une nation qui aime les étrangers et tout, et on va aller dans ce sens. Et justement, je profite de votre micro, si vous le permettez, pour vraiment lancer un appel à tous les partenaires au niveau international sur la situation du Burkina Faso, qui vit des moments assez compliqués, mais qui quand même nourrit l'espoir que des moyens endogènes et des solutions endogènes pourront être trouvées pour que le Burkina Faso puisse retrouver justement sa situation de paix d'antan. Parce que c'est un pays qui, malgré sa relative, moi je ne parlerai même pas de pauvreté, hein, malgré sa relative niveau de développement, était un pays où il fait bon vivre. Voilà, en témoigne la tenue de par le passé de différentes activités telles que le SIAO, le FESPACO et la Semaine nationale de la culture et consorts. Donc, et actuellement, on est en train de renouer
vous verrez qu'en si peu de temps, on a pu tenir, malgré la situation jugée compliquée, on a pu tenir le CIAO, il y a le FESPACO, certainement il y aura la Semaine nationale de la culture et bien d'autres activités que nous entendons organiser pour montrer que le Burkina Faso est un pays, en tout cas fréquentable, un pays viable, un pays de résilience, voilà, et que les partenaires sont invités, en tout cas, en ce moment-là, de venir, parce que chez nous, on dit que c'est au moment des difficultés qu'on connaît ses vrais amis. Donc, qu'ils soient aux côtés du Burkina, et quand la situation se normalisera, parce qu'on a foi en ça, qu'on puisse encore continuer à célébrer. Merci beaucoup, Madame Olivia Rayag-Niwende Rwamba. Je rappelle que vous êtes ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération régionale et